Ceci est un podcast dédié à la recherche d'une sortie de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Il est réalisé et produit par le groupe d'initiative pour le dialogue. Monsieur Diallo Mamadou, pouvez-vous nous introduire au contenu de cette première partie de votre essai? L'objet de cette partie, c'est la prise en compte de notre conscience historique de négro-africain dans la recherche d'une sortie de la crise sécuritaire et de la refondation. Quelqu'un a dit, quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Le célèbre penseur Cheikh Anta Diop a ainsi fait de la restauration de la conscience historique africaine la condition essentielle de la renaissance africaine. Dans cette première partie, l'essai entreprend donc de revisiter les constructions étatiques précoloniales, la conquête et la pacification des territoires constitutifs de l'actuel Burkina Faso et le processus d'implantation de l'État colonial qui est la matrice politique et idéologique de l'État postcolonial dans notre pays. En ce qui concerne les constructions étatiques précoloniales, c'est-à-dire le premier mouvement de notre histoire nationale, on peut ainsi dire, contrairement à ce que l'historiographie dominante laisse entendre, l'institution étatique n'est pas l'apanage des Indo-aériens, européens, assyriens, indiens, ni des Asiatiques, c'est-à-dire des Chinois et Japonais, et pas aussi des Sémites, arabes et juifs. La première construction étatique humaine et des plus emblématiques s'il en est celle de l'Égypte pharaonique nègre, nourrie par sa source nubienne. Elle s'est étalée de moins 3100 à moins 332 avant l'ère chrétienne et avec une périodisation que les égyptologues ont établie. C'est au sortir de la décadence de l'Égypte pharaonique qu'une nouvelle dynamique de construction étatique a émergé, dont certaines emportent encore le souvenir à travers les principes de la royauté, de gouvernance et les rites de sacralisation. En Afrique de l'Ouest élargie au Sahel occidental, les principales constructions étatiques connues sont l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, et à la suite de leur entrée en décadence successive, l'émergence de différents États autonomes et royaumes construits, premièrement, par différentes aristocraties animistes, parmi lesquelles on peut compter les Ashanti, les Mampoursis, c'est-à-dire les Mossi, les Fon, les Yoruba, les Wolof, les Bambara, les Sénoufo, les Peuls, etc. Deuxièmement, par des élites musulmanes. On peut citer Ousmane Danfodio, Sékou Amadou, El Omar Tal. Troisièmement, par des élites commerçantes islamisées. On peut citer Samori Touré. Ces constructions se sont étalées du 3e au 19e siècle selon l'historiographie couramment admise. La principale modalité de telles constructions étatiques étant les guerres d'État, des guerres entre États et le djihad qui ont permis de soumettre tribus, sociétés lignagères, segmentaires et villageoises. La caractéristique commune de ces sociétés villageoises étant un régime de seigneurie dans la famille et entre les familles, dans l'occupation de l'espace, l'animisme, le culte des ancêtres et de la terre et un mode de production familiale et patriarcal. L'essai souligne les spécificités anthropologiques et politiques de ces constructions étatiques. Elles font ressortir la capacité des sociétés lignagères et villageoises à contenir et à digérer plutôt l'adversité résultant de l'émergence et de la constitution de l'État précolonial. Elles ont dû ainsi faire face à la violence, aux économies politiques dites des élites gouvernantes, des économies politiques à dominante tributaire, prédatrices, c'est-à-dire faites de rapines, de pillages et de razzias, de traite des esclaves, de contrôle du commerce à longue distance de cola, sel, fer, produits de l'artisanat, fusils de traite. C'est ainsi que l'on peut repérer des fondements du génie politique des sociétés lignagères et villageoises pour la modération du pouvoir et de l'autorité des élites gouvernantes et pour la gestion de la violence.
Ses fondements s'organisent autour du culte des ancêtres et de la terre, des rites de sacralisation du pouvoir et de la construction d'alliances diverses. Alliances de sang ou mythiques à valeur de serment inviolable, d'alliances de lait, c'est-à-dire de fraternité construite, d'alliances matrimoniales, c'est-à-dire parenté, entraide, tolérance. Cette ingénierie sociale est ainsi convoquée et construite entre sociétés, soit pour mettre fin à l'état de guerre entre villages et entre lignages et pacifier les rapports, soit de protection réciproque contre les razzias de captifs et d'esclaves de traite. L'ère symbolique est souvent traduite dans la pratique de la parenterie à plaisanterie, d'interdits spécifiques, d'échanges de biens et de services et d'intermédiation entre différentes communautés claniques, ethniques, professionnelles et villageoises. Cette ingénierie a bien été utile face au climat d'insécurité et de violence quasi permanent porté par les constructions étatiques endogènes avant la colonisation. Ainsi, à la veille de la conquête coloniale, les sociétés lignageuses et villageoises les plus anciennement installées de l'espace territorial de l'actuel Burkina Faso sont des corps politiques vivant leur plénitude culturelle qui ont su préserver leur mode de production et de reproduction sociale. En ce qui concerne la conquête et la pacification des territoires constitutifs de l'actuel Burkina Faso, c'est-à-dire le deuxième moment de notre histoire nationale, l'essai fait le constat d'une vulnérabilité des États précoloniaux et des sociétés à la veille de la conquête coloniale, ce qui l'a sans doute facilité. Les aristocraties guerrières, les élites musulmanes et commerçantes conquérantes, à travers les modalités de conquête et de domination, ont imposé des sacrifices inouïs aux sociétés lignagères et villageoises sans souvent la contrepartie efficace de sécurité promise. En particulier, les ravages de l'esclavage transatlantique, les tribus et prestations exigées pour l'entretien des élites, les pillages réguliers des biens ont souvent mis à mal les capacités productives, surtout en période de sécheresse et d'invasion acridienne qui n'ont pas été rares. Il en a souvent résulté des périodes de famine effroyables. Au total, des États, des sociétés lignagères et villageoises peu préparées à affronter des États autrement plus guerriers et plus ambitieux venus de l'Occident. Ainsi, la conquête et la pacification des territoires des peuples dits voltaïques se sont déroulées principalement sur une période d'environ 30 ans, principalement entre 1885 et 1914. La conquête a suivi un schéma d'ensemble typique en Afrique subsaharienne, à savoir un petit nombre de militaires occidentaux, aidés par un très grand nombre de tirailleurs, c'est-à-dire leurs supplétifs, qui les ont rejoints afin d'échapper aux ravages terribles des guerres de lignage, des guerres dynastiques, des guerres d'État et d'une économie politique fondée essentiellement sur l'esclavage. Ce petit nombre d'Européens a pu ainsi vaincre ces États et ces royaumes, subjuguer leurs élites et les utiliser pour briser les résistances des populations et asseoir la domination coloniale. Bien naturellement, la colonisation et la pacification ont rencontré des résistances tant de la part des aristocraties gouvernantes que des sociétés lignagères et villageoises. Pour les élites gouvernantes, l'échec des résistances a ouvert une longue période d'accommodation réciproque des élites traditionnelles musulmanes et commerçantes et des acteurs de la colonisation française dans une sorte d'alliance stratégique de classe qui va structurer le fait colonial. Par contre, pour les sociétés lignagères et villageoises, l'échec des résistances et la pacification ont ouvert une longue période de résilience et de digestion d'une nouvelle adversité politique, culturelle, sociale et économique pour ces sociétés dans la poursuite de leur dynamique anthropologique et sociale. En ce qui concerne le processus d'implantation de l'État colonial, préfiguration de l'État postcolonial, c'est-à-dire le troisième moment de notre histoire nationale. La conquête et la pacification signent l'avènement d'une nouvelle adversité, bien plus insidieuse encore, car construite autour d'une culture particulière, de modalités politiques et économiques nouvelles, à savoir celle du colonisateur, étrangère tant aux élites gouvernantes qu'aux sociétés lignagères et villageoises. L'institution emblématique de la domination étrangère fut la colonie.
celle de la Haute-Volta préfigure l'État voltaïque indépendant, l'actuel Burkina Faso. L'essai analyse particulièrement le modèle d'éducation contre les valeurs traditionnelles introduites par la colonisation, qui est encore aujourd'hui la matrice idéologique de notre système éducatif. Face à cette situation, les sociétés lignagères et villageoises ont déployé différentes stratégies afin de poursuivre la dynamique anthropologique et sociale. Ainsi, sur le plan du langage, caractérisation péjorative de la civilisation occidentale par un terme générique, manière de blanc. Ainsi, par une créolisation de la langue du colonisateur. Ainsi aussi, par une passivité devant tous les mots d'ordre, projets et l'impôt. Enfin, par l'évitement marqué des contacts avec le colon, le non-recours à ces lois et règlements dans la vie courante, la poursuite du culte des ancêtres et de la terre et du modèle d'éducation de la jeunesse. La perversion du modèle élitiste et compétitif par le modèle de la solidarité familiale, clanique, ethnique et villageoise, et enfin, souvent, l'émigration. Cette résistance perlée va se poursuivre avec l'ordre post-colonial, le débiliter et finalement programmer sa faillite. Le prochain épisode est consacré à la deuxième partie de l'ouvrage.